il faut reconnaître que l'antisémitisme était extrêmement répandu en Mm. milieu protestant au début du XXe siècle et dans l'Église luthérienne, oui. Mais je pense aussi dans une partie de l'Église réformée, si on va voir de près, je pense qu'on peut trouver aujourd'hui une réalité d'un antisémitisme assez courant au début du XXe siècle en monde protestant. Et je pense que dans notre histoire, c'est évidemment quelque chose qu'on a eu longtemps du mal à aborder. Hein. C'est clair que c'est terrible. Gérard Janus, bonjour. On est là pour parler de ton livre, donc ce livre qui s'appelle La demeure du silence. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup de passion et d'intérêt parce que quand on a vécu en Alsace, comme je l'ai fait pendant 10 ans, on s'est posé les questions sur une période donnée de l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Alsace. C'était la période pendant la guerre, pendant l'occupation de l'Allemagne nazie en Alsace. Et donc, la place, le rôle, l'engagement des protestants dans ce contexte-là de l'occupation nazie. C'est quoi le point de départ de ce livre? Alors au départ, effectivement, j'avais deux pistes. La première piste, c'était clairement l'histoire de mon grand-père paternel. Donc cet homme est mort en 1962 et je suis né 2 ans après. Je ne l'ai pas connu. Il s'appelait Georges Janus et dans l'histoire de ma famille, c'est un grand mystère, cet homme-là, parce que ni sa veuve, ma grand-mère Sophie, ni son fils, mon père Werner, ne m'ont parlé de lui. Et du coup, j'ai mis longtemps dans ma propre vie, dans mon évolution. Je suis devenu père à mon tour à un moment donné, puis j'ai appris à être père, j'ai découvert que je pouvais l'être, mais je me suis à un moment donné posé pas mal de questions sur mon propre père et sur le pourquoi il ne m'a jamais parlé de son père à lui, de mon grand-père. Et de même, la grand-mère Sophie, qui a vécu dans la même maison que moi, et que je rencontrais quotidiennement quand j'étais encore au collège. Cette femme, je la rencontrais quotidiennement et elle ne m'a jamais rien raconté sur son mari. Est-ce que tu penses que ça, c'est lié à une pudeur? Comment tu analyses ça? Alors, j'ai analysé ça effectivement en le mettant en lien avec la période particulière de l'annexion par les Mhm. nazis, parce que je pense qu'il y a eu un avant et un après. Et cet homme a vécu une vie tout à fait honnête, il a construit une maison, il avait un métier, il travaillait. Et je pense que si ensuite la transmission ne s'est pas faite, c'est à cause de son expérience de l'épuration, pour être précis. C'est-à-dire que pendant la guerre, il a été membre du parti nazi et au lendemain de la guerre, il a subi l'épuration. Et ça, c'est une expérience qu'ont vécu beaucoup d'Alsaciens et de Mosellans et qui a été très pénible à vivre. Et je pense que cette expérience a beaucoup pesé sur les épaules de mon père par la suite. D'accord. Mais l'idée, c'est que tu as retrouvé les traces dans un camp d'internement organisé par les Français après la guerre, où ils avaient interné tous ces gens, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, on Ouais. le sait moins que les Ben oui, camps c'est pas très pendant connu, oui. l'époque nazie. Mhm. Hein, pendant l'époque nazie, il y a eu des camps. Il y a eu le fameux Struthof, seul camp d'extermination sur le territoire français. Et il y a eu le camp de Schirmeck, qui a été mis en place par les Allemands pour interner des récalcitrants. Mais ce même camp a ensuite été utilisé par les autorités françaises pour y interner des Français et a été également utilisé le Struthof, on le sait aussi moins que l'époque du camp d'extermination. Le Struthof a servi après la guerre et les autorités françaises s'en sont servies pour y enfermer notamment un certain nombre d'Allemands, mais aussi des Alsaciens. Et beaucoup d'Alsaciens et de Mosellans ont été épurés et ont subi un internement. Il y a eu cette marque sur un certain nombre de familles et je pense que d'une part, c'est ça l'origine du silence parce qu'on ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas s'en vanter, évidemment. Hein. Et en même temps, une fois que la guerre était passée, après les amnisties, on est passé à autre chose. Alors, comment rappeler ces souvenirs-là? Personne ne pouvait être fier de Ouais. cette Mais est-ce époque. que c'est parce c'était trop douloureux, au fond? C'est plus ça, plus que l'envie de cacher, parce que c'était une période très troublée, très compliquée quand même. Oui, tout à fait. L'envie de cacher, je ne la
je ne la situe pas dès les premières époques. Comme Paul Ricoeur l'a bien montré, il y a dans la mémoire, dans le travail aussi de l'oubli, hein, il y a Bien plusieurs sûr. phases. Hein. Et la première phase, c'est une phase de deuil, hein, de ces périodes-là. Ensuite seulement, on peut passer à autre chose. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être passer maintenant à une nouvelle phase qui serait celle de regarder ces choses-là en face. Mais Alors justement, on en vient au cœur de votre livre, qui est effectivement le plus intéressant pour nous qui sommes extérieurs, à votre famille en tout cas, c'est la place des protestants et plus particulièrement des pasteurs au cours de cette période de l'occupation nazie. Et là, en fait, votre thèse, c'est terrible. Ce que vous dites, en fait, on a fait un blackout total cette période-là. Autant l'Allemagne a abordé ces questions, a abordé son passé de front, l'a regardé, l'a étudié, autant en Alsace, rien n'a été fait. Et vous dénoncez un peu ça. Vous êtes assez critique, même par rapport à même certains historiens. Vous citez Marc Lénard, vous citez Mathieu Arnold, comme des historiens reconnus en Alsace. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils ont apprécié votre livre, vous me direz après, mais vous êtes assez sévère en disant personne ne veut en parler. Il y a une espèce de blackout, de silence, de grand silence sur cette période, d'où le titre de votre livre. Comment vous expliquez ça? certaines choses ont été faites, mais pas assez à mon goût, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a accès à des sources, à des archives qui ne sont même pas éditées. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, et plus on a accès à des archives qui jusqu'à présent étaient interdites. Mais il se trouve que maintenant, on peut y accéder. Et je constate qu'aucun effort n'est fait pour mettre à jour ces archives, pour tout simplement les publier et ensuite permettre à une nouvelle génération d'historiens de s'en emparer. Ce qui m'a préoccupé, c'est une espèce d'amnésie collective. Je n'accuse personne en particulier, mais évidemment, je cite un certain nombre de travaux et je constate que malgré les années qui passent, il manque des éléments importants dans ces travaux des historiens. Et en ayant enquêté sur ma propre famille, je me suis aussi mis à enquêter sur des sources que je trouvais dans ma paroisse aujourd'hui. Et m'est revenu un vieux souvenir quand j'étais un jeune pasteur, je n'avais pas de cheveux blancs à l'époque. Un ancien m'a dit tu n'as pas besoin de chercher, il n'y a plus rien. Hein, c'est-à-dire que après la guerre, on a tout détruit, en gros. Hein. Or, c'est faux. J'ai trouvé des choses et donc c'est un peu ça que je dénonce, cette absence de volonté collective d'aller voir de plus près. Mais alors, justement, cette amnésie, c'est ça qui interroge, cette amnésie collective, il ne faut pas dire plus, mais est-ce que c'est parce qu'il y avait des relents d'antisémitisme? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Pourquoi on a cette espèce de crainte d'aborder cette période? Alors, il y a plusieurs couches. Si on recule, et si on prend la première couche qu'il faut déblayer, je dirais c'est l'histoire de l'après-guerre et c'est l'histoire aussi d'un retour à la France qui a été mal vécu. Parce que à la fois après la Première Guerre mondiale et aussi après la Deuxième Guerre mondiale, le retour à la France ne s'est pas fait dans la paix et la sérénité. Parce que l'État français a certes tenu compte de l'histoire de l'Alsace, mais il a aussi imposé ces nouvelles règles, et notamment sur le plan linguistique, il y a une vraie rupture et une vraie blessure pour ces Alsaciens que l'on a privés de leur langue. Et ça, c'est un point très important. Ma langue maternelle, c'est l'alsacien. Je suis né en 64. Mais pour les gens qui sont nés dans les années 40, qui sont nés dans les années 30, eh bien, cette rupture-là, elle est très blessante. Donc, je dirais que ça, c'est la première couche à déblayer et elle ne l'a pas été encore vraiment. Aujourd'hui, on a du mal à analyser de manière critique tout ce que l'État français a imposé aux Alsaciens et qui peut-être a créé de vraies blessures après la guerre. Alors évidemment, on était heureux de redevenir français, on a accueilli De Gaulle, etc. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'identité des Alsaciens, il reste aussi des blessures qui sont marquées, notamment dans l'identité linguistique. Alors, une fois qu'on a enlevé cette couche, il y a la couche de l'annexion. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant l'annexion? Et là, évidemment, la plupart des gens ont essayé tout simplement de survivre. Et Oui. qui leur en ferait le reproche? Et je pense que si j'avais été à leur place, j'aurais fait de même. Alors là, ce qui est difficile, c'est de mettre en évidence des parcours différents. Certains ont résisté, d'autres ont collaboré,
et la grande majorité a juste essayé de s'en sortir. Mais aujourd'hui encore, c'est très difficile de dire que certains ont collaboré. C'est évidemment honteux. Hein. Mais d'un autre côté, ne pas parler des résistants, c'est ne pas parler des collaborateurs, ou plutôt, c'est dans cet ordre-là qu'il faudrait le dire, ne pas évoquer peut-être au moins des collaborations partielles, c'est ne pas autoriser non plus qu'on mette en lumière le parcours de gens plus courageux. Et donc, l'ensemble de cette époque reste assez flou. Ce que vous soulevez moi je trouve de plus terrible dans les archives que vous trouvez, c'est ce récit de ce pasteur. Donc, ce pasteur dans une paroisse proche de la vôtre, de votre paroisse, qui constate des maisons vides après la guerre et qui ne dit rien. Or, on comprend tout de suite que c'est des maisons qui ont été vidées parce qu'on a emporté les Juifs qui étaient présents. Il n'y a pas un mot là-dessus. Et ça, vous soulevez ça quand même. C'est assez terrible quand même. Cette affaire-là de l'antisémitisme, du refus de voir le malheur des Juifs, quand même, c'est quand même un souci. C'est quand même un vrai. Enfin, moi, ça m'a beaucoup frappé à la lecture de votre livre. Oui, alors ça, c'est une vraie part de notre histoire qui reste occultée. Il faut reconnaître que l'antisémitisme était extrêmement répandu en milieu protestant au début du XXe siècle et dans l'Église luthérienne, oui. Mais je pense aussi dans une partie de l'Église réformée. Si on va voir de près, je pense qu'on peut trouver aujourd'hui une réalité d'un antisémitisme assez courant au début du XXe siècle en monde protestant. Alors, que dit ce pasteur? Soyons précis. Il ne parle pas des Juifs de son village, alors qu'il y avait 15% de Juifs. Il y a une synagogue dans ce village qui existe toujours aujourd'hui, qui est fermée, mais elle est là. Et dans la chronique qu'il rédige entre 1931 et 1944, il n'aborde la présence des Juifs que 2 fois, une fois pour dire qu'en 1940, les 3 confessions, et il sous-entend les protestants, les catholiques et les juifs, accueillent des réfugiés. Et un peu plus loin, en 1944, dans cette chronique de l'année 1944, il parle effectivement de maisons juives abandonnées, dans lesquelles on accueille une nouvelle brassée de gens qui sont venus de Mannheim, qui étaient bombardés. Et donc, c'est en lisant ce texte et en lisant aussi en creux les non-dits de ce texte que je me suis dit, là, on touche du doigt quelque chose qui est quand même une part sombre, et il me semble qu'il y a encore pas mal de travail. Mais alors pourquoi vous pensez, pour revenir à la question du début, pourquoi vous pensez qu'on ne le fait pas, qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne veut pas le faire à la limite? Alors je pense qu'il a fallu du temps. C'est ce que dit bien Paul Ricoeur dans l'histoire, la mémoire et l'oubli. Oui. Il dit qu'il y a nécessairement des phases et qu'il faut un certain temps. D'une part, il faut que, tout simplement dans l'histoire des familles, qu'on s'éloigne de la période où l'on a occulté, mais volontairement, les choses que les anciens, par exemple, qui ont occulté volontairement, qui n'ont pas raconté, petit à petit aujourd'hui disparaissent. Et je pense que c'est des gens de ma génération qui ou ont encore la possibilité d'interroger des anciens lorsqu'ils sont encore là, ou au moins qui ont l'obligation, je dirais, de parler à la génération suivante. Et c'est ça que j'ai senti comme une nécessité intérieure. Ouais. Mais d'ailleurs, vous avez fait faire l'introduction de votre livre par une historienne qui dit que le livre n'aurait pas s'appeler Le silence demeure, mais non, la demeure du silence, mais le silence demeure, justement. Oui, d'ailleurs, je finis pas là-dessus. encore d'ouverture. Je finis là-dessus dans mon texte, c'est la dernière phrase de mon texte, c'est là où demeure le silence, et c'est vrai qu'il reste beaucoup de silence. Bien sûr qu'il faut aussi de l'oubli. En tout cas, il y a un travail encore de construction d'une mémoire collective qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée. Bon, en tout cas, votre livre est passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'Alsace, à la vie de nos églises. Il y a de quoi nourrir une bonne réflexion, en tout cas très intéressante. Merci beaucoup.